J'ai fait des études donc d'histoire, maîtrise, donc bac plus 4, alors que je voulais devenir institutrice, et puis des histoires m'en ont empêché. Là-dessus, j'ai pu être enseignée chez les Dominicaines, à Pouilly-en-Ossois, donc comme professeur d'histoire-géographie, et elles m'ont commencé à me mettre comme aide à la maîtresse de CM1, CM2. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise avec les primaires, 6e, 5e, puis les grands, j'étais plus très à l'aise. Donc voilà, j'étais prise comme ça en main par les Dominicaines, elles m'ont un petit peu appris à enseigner, bien même, parce qu'elles savent enseigner, hein, et il n'y a plus qu'à suivre leur mouvement. Pendant 2 ans, ensuite j'ai été préceptrice pendant 1 an en région parisienne. Et ensuite, puisque j'étais en Seine-et-Marne, je me suis inscrite auprès du diocèse pour être remplaçante comme professeure d'histoire. Donc j'étais professeure d'histoire à Provins, j'ai fait un remplacement qui s'est bien passé. Et là, le directeur m'a dit, on cherche une remplaçante primaire. Et donc, il m'a embauchée comme remplaçante primaire. Et ensuite, donc, j'ai fait des remplacements primaires, ensuite dans le diocèse de Versailles, puisque je me suis mariée, et on a changé de diocèse. Remplaçante, c'est épuisant, mais c'est très formateur, puisqu'on passe son temps à remplacer les institutrices, donc on rentre dans le moule d'une autre institutrice, on dit, tiens, elle fait ça comme ça, tiens, ça c'est intéressant. On apprend des techniques des autres, on fait tous les niveaux, donc c'est vraiment épuisant et formateur. J'ai dû faire ça pendant 4-5 ans. Et ensuite, ensuite notre fils est né, donc je me suis arrêtée pendant des années. Et ensuite, quand il était en âge d'aller à l'école, nous avons trouvé dans notre ville une petite école hors contrat, une des premières de France, toute petite, hein, l'école des 4. Et donc là, on m'a demandé de faire CM1, CM2, CE2 de temps en temps. Et donc j'ai travaillé pendant 7 ans dans cette école hors contrat. Voilà, donc à la fin, je suis sortie, je me dis, j'ai fait j'ai fait un petit stage en maternelle. Donc j'ai fait classe de CP à première, puisque entre institutrice et professeur d'histoire. Et puis avec des méthodes différentes, puisque j'ai travaillé dans le privé sous contrat, dans le hors contrat, donc à chaque fois c'est des livres différents, donc très grande connaissance de beaucoup de choses. Et après, j'ai arrêté de travailler quand notre fils est entré en 6e, puisqu'on a déménagé en Bretagne. Et comme il n'écrivait pas, c'est moi qui écrivais pour lui, donc j'étais prise et je ne pouvais pas travailler en même temps. J'ai découvert par des amis Madame Nuitz, ce qui n'a fait que renforcer les connaissances que j'avais déjà, mais avec quelque chose de beaucoup plus intellectuel. Donc je comprenais maintenant pourquoi il fallait faire telle et telle chose que j'avais comprise de moi-même en enseignant. Mais là, j'avais la connaissance réelle du cerveau et comment fonctionnait l'enfant. Et c'était vraiment très enrichissant. Donc, j'ai lu beaucoup de livres. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'aider des enfants en grande difficulté au collège. Quand mon fils était au collège, le directeur m'avait confié des élèves en difficulté, 3e, choses comme ça, pour reprendre les bases, toujours. Et puis après, un petit enfant. Et puis voilà. Et puis, j'ai tombé un peu par hasard, par la Providence, on va dire plutôt, sur le petit message du Cassé demandant, à l'époque c'était une institutrice mi-temps CM1, CM2. Et quand j'étais les voir, ils m'ont dit non, c'est pour créer une école. Et puis en fait, j'aurais eu ça avant, j'aurais dit non, je suis absolument incapable de monter une école. Et puis dans discussion avec eux, découvrant ça, brusquement, je me suis dit, je suis en fin de carrière, hein, j'ai des connaissances, pourquoi pas. Il faut d'abord savoir ce que l'on veut vraiment. Et ça paraît pas si facile que ça. Les parents créent une école, mais les parents ne sont pas des enseignants. Donc ça pose problème. Il faut vraiment qu'ils s'appuient sur une enseignante qui a de l'expérience pour pouvoir s'appuyer vraiment sur elle, sur tout ce qui est pédagogique. Parce que les parents sont indispensables, mais la pédagogie, il n'y a qu'une institutrice qui peut comprendre ce qu'il faut. Donc, se battre ensuite pour l'institutrice, il faut partir de choses qu'elle a testées, qu'elle a vérifiées, sur lesquelles elle s'est appuyée. Ça je sais, ça c'est bien, ça je peux m'appuyer, ça je peux continuer, ça j'ai essayé pendant 1 an à l'école, non, ça a vraiment donné des résultats très mauvais. Donc l'institutrice, la directrice est aussi importante que les parents. Alors c'est une question qu'on m'a posée quand j'ai créé cette école, quand j'ai des gens dans la rue qui m'ont dit « mais votre école c'est quoi ?» Et j'étais scotchée, franchement, je dis c'est une école. Alors il faut que j'explique, moi j'ai connu l'enseignement un tout petit peu avant mai 68.
le début de mai 68, avec des institutrices parfois un peu âgées, donc il y avait encore les méthodes anciennes. Donc j'ai connu un petit peu la méthode de la France des années 70, qui était excellente. Alors moi j'ai fait toutes mes études dans le public, j'ai pas dit. De 3 ans dans le public, pendant 20 ans, jusqu'à ma maîtrise. Et pourtant, en général, sauf exception, il y avait de bonnes bases. Et les livres étaient bons. Tout simplement parce qu'ils reprenaient ce qu'on avait expérimenté pendant 20, 25 ans, 30 ans en France. Et qui faisaient l'école française était excellente. Donc les méthodes pédagogiques, on se posait pas de questions. On prenait un bon livre, la leçon de grammaire, la leçon était expliquée, le professeur allait te poser telle question, voire présenter la leçon de telle manière. On ne réinventait pas toutes les leçons, ce que nous demande la pédagogie moderne. Comment vous allez présenter cette leçon de grammaire ou de mathématiques? Mais on ne se posait pas de questions. Et c'était fait par des professeurs qui avaient enseigné, qui s'étaient réunis, qui avaient un petit peu mis les choses en place. Donc une méthode pédagogique, mais toute simple. Alors, très bonne base de lecture, bien sûr, et d'orthographe. Donc surtout pas de global, ni en orthographe, j'insiste, parce que l'orthographe globale existe, ni en lecture. Des bonnes bases de mathématiques en partant du concret. Il faut que les enfants manipulent. Alors là, c'est la maternelle avant. Maternelle, on doit faire manipuler les enfants, on doit les faire chanter, bouger, connaître l'espace, connaître leur corps par des mouvements, par des gestes, par des jeux. Et non pas uniquement je reste assise et j'apprends par cœur, en maternelle surtout. Donc, une très bonne base de CP. Ensuite, on fait de l'orthographe en apprenant des règles, puisqu'il y a des règles. On apprend les leçons de grammaire, même d'une manière plaisante, parce que ça peut être très plaisant d'apprendre la grammaire. Et d'une manière très logique. Le cerveau est logique, la grammaire est logique, et on peut très bien apprendre la grammaire d'une manière logique. Ensuite, pareil pour les mathématiques, tout est progressif, mais tout parle du concret. L'abstraction arrive qu'à la fin, surtout, il ne faut pas oublier de passer par le concret, et toujours pour arriver à l'abstraction. Mais si on fait ça d'une manière très répétitive, répétitif, j'allais dire, je me souviens très bien, je me souviens excellent souvenir de mon primaire, même de la maternelle d'ailleurs. CM1, CM2, tous les soirs on avait une division. Tous les soirs. Pendant 2 ans. Autant dire que les divisions, même maintenant, je ne peux pas en faire pendant 40 ans, je sais faire une division. Voilà. Donc beaucoup de répétitions, comme les règles de grammaire, beaucoup de répétitions, conjugaison intelligente. J'insiste parce que j'étais très étonnée en voyant mes collègues, même anciennes, faire apprendre la conjugaison par du par cœur, sans tirer les bases. Alors moi j'appelle ça les recettes à mes élèves de conjugaison. Si vous avez des recettes de cuisine, il y a des recettes de conjugaison. Vous appliquez la recette du présent, de l'imparfait, du futur, pour n'importe quel verbe, quasiment, sauf exception, et vous saurez le faire. Donc voilà, beaucoup de répétitions, beaucoup de logique, parler à l'intelligence de l'enfant. Quand on présente une leçon, on la présente d'une manière très intelligente, on explique tout, on sait qu'il y a 1/3 de la classe qui va comprendre, tant pis, on s'adresse à toutes les intelligences, et ensuite, une fois qu'on a présenté ça d'une manière très intelligente, en donnant à manger au cerveau, voilà, en le satisfaisant, on donne les petits trucs, parce qu'il y a toujours besoin des trucs pour les autres, ceux qui n'y arrivent pas, et ensuite on applique doucement par doucement des exercices jusqu'à ce que ça rentre. Oui, évidemment. Oui, alors on va dire, évidemment, CP. CP, il faut faire beaucoup d'oral, puisque les enfants savent quasiment pas lire en arrivant, et de gestes, puisque les visuels ont besoin de voir, or ils savent pas lire. Donc il faut contenter les deux. Les auditifs vont entendre, ils vont retenir, et les visuels vont voir et vont retenir. Il y a aussi les kinesthésiques, bien sûr, il faut aussi manipuler, mais ça j'en ai déjà parlé. Donc en CP, il y a quand même beaucoup de choses auditives. Mais même en CE1, CE2, là encore, mon enfance, je nous entends, la maîtresse dit « écris la règle au tableau », fait lire la règle d'orthographe par cœur, et tout le monde devait répéter. Donc en fait, on répétait, donc on entendait. Donc toujours les auditifs retenaient. Et elle faisait répéter 1 enfant, 2 enfants, tous les enfants, donc on l'entendait au moins 3-4 fois. Autant dire que le soir à la maison, on doit apprendre la règle, les 3/4 des élèves savent déjà la règle. Donc faire beaucoup de choses orales, ensemble, que ce soit l'étape d'addition, l'étape de multiplication, c'est des petites chansons. On chante, on va... C'est pas une mélodie, bien sûr, très belle, mais voilà, ça rentre comme ça. Les poésies,
les poésies dans les petites classes, même CP, la maîtresse doit se transformer en clown. J'ai des collègues qui ne supportent pas, et moi j'ai dit ça marche très bien. C'est une institutrice de maternelle qui a fait pendant 25 ans la maternelle qui m'avait dit, et j'ai pris, moi on me donne un truc, j'essaye toujours, et ça marche très bien. Donc toutes les phrases sont mimées, toutes. Donc les enfants voient les gestes toujours, pour ceux des visuels qui ont besoin de voir. Ils entendent on parle en même temps. Et tous les élèves font les gestes ceux qui veulent, bien sûr, pas tous. Les enfants qui n'aiment pas faire les gestes, il ne faut pas les obliger. Voilà, donc c'est toujours des choses, des jeux, des mimiques, etc. Et on est capable de faire apprendre, vous imaginez pas, des poésies très très longues en CP. Moi j'ai essayé, pour ceux qui veulent voir Marie-Noël, l'image pour le jour des rois, ça doit faire 15 à 16 strophes. CP, et tous les CP le savent. Tous. Même ceux qui ont du mal. Hein. Et on est capable, et ils aiment ça. En plus, c'est un jeu. Voilà, c'est toujours pareil. Donc c'est qu'un jeu, donc ils aiment, donc ils retiennent plus facilement, c'est sûr. Mais on est capable. Donc ça, c'est CP, CE1, CE2. Bon, alors à partir de CM1, évidemment, on parle beaucoup moins. Et encore, aussi, les tables de multiplication, on continue un peu d'échantonner. Là, c'est plus des exercices écrits. D'abord, la main se fatigue moins à écrire. CP, CE1, il faut faire attention à ne pas faire écrire de trop longtemps parce qu'il fatigue et ça devient un effort physique épuisant. Donc là, c'est beaucoup plus des répétitions de règles par écrit ou beaucoup d'exercices d'application de règles. Un élève qui a une règle à apprendre, une fois qu'il l'a comprise, qu'il l'a apprise, dans l'ordre, hein, on explique, on apprend par cœur, et une fois qu'on a appris par cœur et compris, seulement on applique la règle. Les parents, souvent, je dois avouer, ne comprennent pas l'apprentissage par cœur, et les élèves non plus. J'ai compris. Oui, tu as compris, mais si tu n'apprends pas par cœur, dans 5 ans, tu ne sauras plus ta règle. Encore expérience d'une amie qui avait l'orthographe naturelle, c'est-à-dire qu'elle ne faisait jamais de faute, même sans apprendre aucune règle. Elle me dit, j'ai jamais appris mes règles, et j'avais toujours 20 sur 20, toujours. La vie fait que pendant quelques années, elle n'a pas écrit, et quand 7-10 ans après, il a fallu qu'elle écrive comme secrétaire, elle s'est rendue compte que son orthographe avait un petit peu disparu, un peu. Et là, elle disait, la règle. La règle, elle sait plus parce que je l'ai pas apprise par cœur quand j'étais en primaire. Donc, elle a fallu qu'elle retrouve ses livres de primaire, qu'elle se rappelle la règle pour se corriger elle-même. Et elle m'avouait, j'étais paresseuse puisque je savais par cœur. Non, j'apprenais pas par cœur, je le savais. Donc, on comprend, on enrichit l'intelligence, on fait apprendre par cœur pour tout le monde. Même ceux qui savent, même ceux qui ont 0 faute, je ne veux pas le savoir, on apprend par cœur, et ensuite seulement on l'applique. Et là, les CM1, CM2, on donne beaucoup d'exercices d'application. Il faut que ça devienne après, que le cerveau, ça devienne une mécanique. Il faut arriver à de moins en moins le faire sans réfléchir, même si vous avez toujours des enfants qui auront besoin de plus de temps. Alors, je rappelle que la grammaire, l'orthographe est fixée à la fin d'un 5e. Faut pas, si vos enfants sont encore très mauvais en CM2 alors qu'il apprend ses règles, qu'il fait des exercices, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Pour certains enfants qui ont du mal, attendez la fin de 5e et là vous verrez l'orthographe se fixer. Il y en a, c'est difficile dans nos classes. Je me souviens quand nos écoles qui étaient pas mixtes, hein, quand j'étais CP, CE1, CE2, sont devenues mixtes. Tout début, on était un peu étonnés d'où les filles, les garçons disaient encore, c'est un me, c'est un ne, un te. C'est pas un me, c'est un m, qu'est-ce qu'ils disent ces garçons? Et des petites choses comme ça, on s'est rendu compte qu'ils apprenaient pas comme nous les filles. Et bon, ça a été un peu pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il a fallu que les maîtresses s'adaptent aux différentes choses. Alors, l'idéal, effectivement, ça serait de pouvoir différencier, mais on peut pas dans nos primaires, et puis je pense pas que ce soit encore là le plus important. Autant en 6e, 5e. Mais vous avez effectivement, vous avez en général, les filles petites, tout le primaire, sont plus appliquées que les garçons parce que donc elles y arrivent mieux, sauf exception. Hein. J'ai déjà eu des garçons CP tête de classe et qui ont resté tête de classe jusqu'en CM2, mais c'est l'exception. En général, c'est les filles. Et à partir de la 6e, les garçons qui mûrissent et qui deviennent un peu plus appliqués, en général, passent devant les filles. Du moins, c'était comme ça à mon époque. Maintenant, je crois que les professeurs me disent que maintenant, c'est plus 6e, c'est à partir de 3e, seconde, première qu'on commence à voir la différence. Les garçons, ils sont plus mûrs beaucoup plus tardivement. Ils ont par contre plus d'intuition mathématique, c'est vrai. Le concret leur parle plus. Voilà, on va dire les mètres. Alors, quand on fait le mètre, on prend un mètre et puis on mesure la classe. Hein.
Et puis on fait des petites règles par terre, et puis on mesure, et le garçon est bien à son aise. Souvent les filles, on peut le faire une fois, ça tient pas, 2 fois, ça rentre pas, il faut plus de temps. Mais bien sûr, je parle en général. Hein. Donc c'est pour ça que souvent les garçons en général sont plus à l'aise en mathématiques dans le primaire. Et puis ils aiment mieux, ils préfèrent. Les filles seront plus dans la poésie, dans les belles histoires. Les garçons, les histoires, on va dire, bon, on a du mal à les tenir sur les belles histoires, les garçons. Mais est-ce qu'en primaire, on peut vraiment faire une différence? Comme je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais enseigné que filles ou que garçons, je ne peux pas vous dire. Ça dépend comment il est difficile. Vous avez 2 types d'enfants difficiles. Vous avez celui qui a un caractère qui n'est pas facile, dire de naissance. Nous sommes tous différents en naissance. Hein. Vous avez des nerveux de naissance, vous avez des... Voilà. Mais qui est un bon garçon, ou une bonne fille d'ailleurs. Les garçons, il y a des filles, c'est pareil. Hein. Et on va y arriver avec eux, parce qu'ils sont de bonne composition. Donc on aura mis du temps, mais ils vous font confiance parce que vous leur montrez que vous vous occupez d'eux, que vous les aimez, que les petits trucs que vous leur donnez, qui leur sont spécifiques, c'est dans les buts de leur faire progresser. Et donc avec eux, on s'en sort. Ça prendra du temps, mais on y arrive parce qu'ils veulent y arriver. Et puis vous avez les enfants difficiles parce que, bon, ils sont difficiles de caractère, mais surtout parce que l'éducation n'est pas là et qu'on n'est pas soutenu par les parents. Donc si la maîtresse dit quelque chose à l'école et que par derrière les parents disent le contraire ou ne font pas appliquer il n'y a pas de connivence entre l'institutrice et la famille, là c'est voué à l'échec. Moi j'y suis jamais arrivée, bon, j'ai des défauts, je manque de patience. C'est vrai que quand j'ai vraiment un enfant qui ne veut pas, qui se fait exprès de ne pas y arriver, exprès de se moquer de moi, et que je sais que par derrière je suis pas soutenue, qu'est-ce que vous voulez faire? On a presque envie de dire, il faudrait l'abandonner à lui-même, parce que s'il n'y a pas de connivence entre l'instituteur, donc l'école, et la famille, là encore, mon beau-père était directeur d'une école hors contrat dans les années 1950. Donc j'ai parlé un petit peu avec lui, c'était toujours intéressant. Et c'était les écoles avant qu'il y ait du contrat ou sous-contrat, avant les contrats avec l'État, donc tenus par l'évêque. Hein, c'est les évêques qui choisissaient les directeurs, les instituteurs, qui s'occupaient vraiment de leurs écoles. Il faisait à l'époque jusqu'à 12 ans, puisqu'il n'y avait pas le collège Abi, la loi Abi. Il me racontait un élève difficile. Il allait voir les parents le soir, il leur disait, bon, vraiment, je n'y arrive plus, il ne veut plus m'obéir, il fait ce qu'il veut. Les parents m'ont dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Duvivier, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, ce week-end, c'est la fête au village. Vous l'enfermez dans sa chambre pendant 2 jours, au pain et à l'eau, interdiction d'aller au village, interdiction d'aller à la fête. Très bien, monsieur Duvivier, ils l'ont fait. Plus de problème. On en rêve, on rêve d'avoir des parents comme ça. Parce qu'en général, les parents arrivent et c'est eux qui vont vous expliquer, non mais vous y prenez pas mal avec mon enfant, je vais vous expliquer, mon enfant il fonctionne comme ça, voilà comment il faut faire. Et on lui répond, oui madame, mais on n'a pas que lui. Donc on peut pas appliquer à un enfant tout seul, même si la mère a trouvé comment le prendre, mais on a toute la classe à tenir. Et on peut pas appliquer à chaque enfant une règle différente, surtout que les autres vont dire, tiens, elle, on lui autorise à faire ça, moi je vais en profiter, je vais faire pareil. Et on tient plus sa classe. Donc dilemme, et un dilemme qui est actuellement de plus en plus difficile, même dans nos écoles. Moi j'ai été la maîtresse de mon fils, ça s'est très bien passé. Et il était enchanté. Ça dépend des caractères. J'ai des collègues qui m'ont dit, jamais j'aurai mon fils dans ma classe ou ma fille. Bon, elles l'ont jamais eu. Et moi, d'abord je travaillais dans une école hors contrat, où il était, et puis moi ça me plaisait. Alors il faut dire que voilà, quand j'étais en CM1, CM2, ma maîtresse de CM1, CM2 avait son fils dans notre classe. Ça se passait très bien, et elle-même nous a dit, quand j'étais petite, j'étais dans la classe de ma mère. Donc elle était institutrice, fille d'institutrice, vous voyez. Et elle a fait la même chose avec son fils, ça s'est bien passé. Moi, le mien, je me souviens, donc j'étais maîtresse, je l'ai eu en CE2, donc il est rentré à 4 ans. Il m'a dit, bon, alors quand j'aurai 5 ans, je serai en grande section, 6 ans en CP, et en CE2, je serai dans ta classe. J'ai dit, oui, c'est ça. Et tous les ans, il calculait, bon, encore 1 an de plus, et je serai dans ta classe. Seule difficulté, parce qu'il y a une difficulté que je n'avais pas pensé, j'aime en général plaisanter avec les élèves, et lui, il en profitait. Et lui, bon, dès qu'on peut blaguer, et j'ai dû beaucoup moins, je plaisante beaucoup moins avec les élèves quand tu es dans la classe, parce que toi, tu en profites pour aller plus loin, pour rire un peu trop longtemps, voyez.
Et donc, j'ai été obligée de changer un tout petit peu ma façon de faire avec les autres élèves. C'est tout. Ça dépend de la maman. Si la maman n'a jamais enseigné, il faut qu'elle prenne un cours tout fait. Pendant des années a existé ce que j'ai fait dans leur contrat à Coignères, l'école des cadres, c'était ce qu'on appelait l'EPC, école par correspondance. C'était les frères à l'école chrétienne, si j'ai bien compris, mais ça n'existe plus. J'aimais bien, même si j'adaptais, parce que bon, il y a des choses qui étaient trop compliquées. Et le CP était vraiment très très dur. Mais le CP supposait qu'on ait fait une grande section, on ait quasiment appris à lire. Hein, ce qui se faisait dans les années 1920-1930. Donc là, c'était adapté un petit peu. J'ai vu d'autres livres, mais très peu. Je trouve parfois, faut pas que ça soit l'enseignement, ce n'est pas un gavage d'oie. Les parents se rendent pas compte. Oui, là aussi, on a une petite discussion avec eux. Ils arrivent dans notre école, ils savent pas tout. Ils disent mais c'est pas grave, pendant les vacances, je vais faire rattraper. Et je dis vous pouvez faire des choses, mais ce que vous ne pouvez pas maîtriser, c'est le temps. Et un enfant a besoin de temps pour enregistrer. C'est pour ça que je dis c'est pas un gavage d'oie. On peut pas. Sauf exception, hein, vous avez des enfants qui sont très brillants, qui sont brillants. Bon alors, on le voit très vite. On dit bon, vous pouvez y aller, lui. On explique une leçon, il comprend, il pige du premier coup. Voilà. Vraiment, c'est des enfants brillants. Mais en général, non, les enfants, ils ont besoin de temps pour assimiler. Donc vous allez récupérer un tout petit peu, mais vous pouvez pas en faire plus. D'abord, vous allez le dégoûter. Les vacances, il faut quand même se reposer. Le cerveau a besoin de repos. Je ne sais pas combien de temps a besoin le corps physique pour se reposer, mais je sais que le cerveau a vraiment besoin de repos. Moi, à la fin de juin, je dis aux parents, mais 1 mois sans un seul travail intellectuel. De la lecture de plaisir, mais il faut vraiment que le cerveau se repose. Donc si la personne n'a jamais enseigné, elle doit prendre des cours tout faits, mais attention au niveau. Moi, j'ai vu des cours tout faits, je trouve que le niveau est beaucoup trop élevé. On leur fait apprendre des choses, voilà. Mais en fait, on leur fait apprendre comme on a voulu dans les années un peu 1930, enfin un petit peu avant, où c'était du bourrage de crâne un peu. Hein. On a des témoignages de parents catholiques vraiment très excellents qui se plaignaient de l'enseignement qu'il y avait à l'époque. On leur faisait apprendre des résumés énormes, il faut aussi que ça soit, c'est tout de même des enfants. Vous devez leur laisser du temps de grandir et du temps de repos. Donc je trouve que certains cours par correspondance sont vraiment trop poussés. Et là, est-ce qu'il ne faut pas négocier avec les cours en disant, est-ce que je suis obligée de faire tout dans l'année? Est-ce que je ne peux pas supprimer quelques petites choses? Est-ce que je peux pas... Il ne faut pas hésiter à négocier. Pour les parents qui ont déjà enseigné, ou qui ont déjà essayé avec leurs enfants, et puis on sent bien si on a une âme d'enseignante ou pas, à ce moment-là, ils prennent les vieux livres français des années 1970, parce qu'ils sont vieux sans être trop vieux non plus. Hein, c'est difficile, voilà, nous avons... Je ne connais pas tout, hein. Il y a peut-être d'excellents livres modernes qui sont faits, je ne sais pas. Et là, ils prennent le livre de français, où tout est expliqué, à un moment on n'a plus qu'à suivre. Le livre de mathématiques, où tout est expliqué, là on n'a plus qu'à suivre, et puis voilà. Hein, et elle s'en fait pas, et puis les leçons sont... Quand je dis les leçons, on ne les invente pas, elles sont écrites dans le livre. Hein. Leçons de grammaire, conjugaison, d'orthographe. Seul petit bémol, c'est qu'ils sont vieux au niveau, par exemple, vocabulaire. Il faut tout de même adapter un petit peu. Même moi, parfois, c'est des vieux mots de français de campagne pure. On ne sait plus ce que c'est, même nous. Hein. D'abord, nos campagnes ont disparu, ça n'existe plus. Il faut... Donc, voilà, moi, j'aimerais bien que quelqu'un refasse un livre complet, grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire, mais en gardant les très bonnes méthodes anciennes et en adaptant un petit peu des thèmes plus modernes pour certains thèmes. Les fleurs, ça change pas, les animaux, ça change pas, mais quand vous voyez les moyens de transport, les cuisines, c'est bien beau, de fourneau à bois, mais enfin, maintenant, il y a aussi autre chose. Hein. C'est les vies de saints. Quelqu'un me faisait remarquer les enfants qui lisent beaucoup de romans. Les romans, c'est bien, je n'ai rien contre les romans, s'ils sont bien choisis par les parents, mais c'est romanesque, hein, l'adjectif vient de roman, c'est-à-dire que c'est pas réel. Quand vous prenez des vies de saints, c'est vraiment des saints qui ont existé, d'abord après vous pouvez les prier, et puis vous avez des cas plus concrets de la vie. Hein, vous n'êtes pas dans les petits nuages, là, hein, c'est dans... Quand quelqu'un a eu un malheur, est tombé, etc., et qu'il lui arrivait tel malheur, et comment il s'en est sorti et tout, ça c'est du concret. Donc il faut choisir quelques bons romans parce que les enfants ont besoin d'imagination, bien choisis par les parents. Donc vous avez tous les livres, pareil. Vous pouvez un peu, alors bibliothèque verte ou rose, tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Bon, on fait selon ses caractères. Hein.
Vous avez quelques modernes qui sont aussi bien, même si les modernes, très bien catholiques, ont un niveau de vocabulaire qui me navre. Je discutais un jour du Club des 5 et du Club des Cours de Soule. J'ai lu les deux en parallèle. L'esprit du Club des Cours de Soule est beaucoup plus catholique, beaucoup mieux. Le Club des 5, l'esprit est parfois un peu révolté. Mais au niveau vocabulaire, vous avez un pavé entre les deux. Le Club des 5, vous avez vraiment un texte beaucoup plus concret, beaucoup plus gros, genre l'adjectif gros ne va pas, beaucoup plus à lire en tout cas, et des mots de vocabulaire et de conjugaison et d'orthographe beaucoup plus précises. On a appauvri le vocabulaire même dans nos bons livres catholiques actuels, ce qui est tout de même étonnant. Voilà, donc des romans, Bibliothèque verte, Bibliothèque rose, Rouge et or. La collection Rouge et or était bien en général, toujours un peu d'exception. Hein. Voilà, mais moi le conseil aux parents, c'est vous ne donnez jamais un livre à un enfant sans l'avoir lu. Et ça c'est vraiment le b.a.-ba. Hein. C'est le b.a.-ba. Même d'une amie à l'autre, on n'a pas tous le même point de vue. Certaines vont être plus en fonction de son enfant. On connaît son enfant, on dit ah elle passera à côté. Elle verra pas, c'est pas grave, je peux lui donner. Une autre enfant dit non, elle va. Je me souviens de mon fils, puisque je peux parler de mon fils, qui a lu un Club des 5 et qui ensuite m'a désobéi en disant ah mais dans le Club des 5 ils ont désobéi, ça lui est bien arrivé. Et au contraire, heureusement qu'ils ont désobéi. Donc tout le travail après, moderne, ils disent bah oui, mais alors d'abord c'est un roman, c'est pas vrai. Deux, ils sont pas catholiques. Dois-je te parler à un petit catholique? Désobéissance, c'est un péché, la peine entre Seigneur. Et après, c'est fini. Voilà, il me l'a plus jamais sorti. Et au contraire, il s'est mis à lire les livres en disant ah, au fait, dans les livres, il faut réfléchir. Tout ce qu'on lit n'est pas forcément bon. Voilà. Donc, et là, c'est la formation d'intelligence, la CM1, CM2, qui est très importante. Moi, je trouve, on commence CM1, CM2, mais il faut commencer très tôt. On fait lire un texte, et dès qu'on fait lire un texte, il y a quelque chose qui n'est pas parfait, on fait chercher aux enfants. Alors, il n'y a pas quelque chose qui vous gêne, là? Qu'est-ce qui se passe? Au début, ils voient non, jamais, hein. Puis au fur et à mesure de l'année, ils s'affinent. Et puis, et on leur montre ce qui ne va pas, et on fait réfléchir pourquoi ça ne va pas, et qu'est-ce qu'il aurait dû se faire. Et là, vous avez un enfant qui devient pas plus intelligent, mais plus fin, qui lit vraiment le texte, et puis qui forme sa réflexion. Parce qu'un jour, il va quitter papa et maman, il va être dans le livre que vous ne pourrez plus lire, hein, il sera grand, vous n'allez pas lire toujours tout. Et lui, naturellement, s'il a pris cette bonne habitude à partir de CM1, CM2, il va faire ce travail. Pareil pour les films. Nous, quand on regardait un film en famille, il y avait toujours le bouton pause à côté de nous. On arrêtait un film, je sais pas, 500 fois parfois. Hein. Et on continue. Alors parfois c'est agaçant parce qu'on n'écoute pas longtemps et on arrête. Et mon fils qui est adulte, etc., il continue. Quand on voit un film rarement à la maison quand il vient, hop, il y a toujours le bouton pause et on discute en même temps. Et voilà, vous formez l'intelligence. Hein. Toujours, vous pensez que l'enfant que vous avez, c'est un futur adulte. Catholique, c'est... Vous êtes catholique dans tout ce que vous faites. Vous mangez en catholique, vous jouez encore dans la récréation catholique, vous êtes assis en catholique. J'oblige les enfants à faire ce que nous apprenons dans les écoles publiques, qui n'étaient pas catholiques, mais qui gardaient le catholicisme en fait. Hein. La France est catholique depuis des millénaires, donc naturellement c'était resté. Donc un enfant doit être assis à sa place, droit, les pieds posés. Notre tenue montre qu'on est catholique. Donc en fait, c'est pas simplement la prière. Il faut que ça soit la prière, bien sûr. Prière matin, midi, avant le repas. Quand on y pense, avant la récréation, allez, on prie les anges gardiens. Les anges gardiens sont là. Un petit mot. Moi, j'aime bien le petit mot du matin. Ça peut être sur tout. Ça peut être sur le saint du jour. Ça peut être sur une idée qui passe. Ça peut être sur même en cours. Ça m'est arrivé d'arrêter un cours parce que vraiment un enfant se comportait mal, etc. Hop, on s'arrête et on réfléchit, là, ça ne va pas. On est enfant de Dieu, quand on nous voit, on doit voir Dieu en nous, voilà. Et si l'enfant, on lui insère ça pendant des années et des années, vous ne rêvez pas, hein, c'est pas une fois, hein, ça va être 5000 fois qu'il va lui dire. Hein. Et bien doucement par doucement, ça rentre en lui, et puis il va tellement l'assimiler que ça va devenir naturel. Je pense pas que quand on se tienne, nous, adultes, on réfléchisse qu'on est catholique. C'est devenu naturel. Et ça, c'est répétition, répétition, répétition. Donc, bonne lecture, ou bien, quand je disais lecture moyenne, mais on fait réfléchir l'enfant. Saint Jean Bosco racontait des histoires tous les jours, des histoires amusantes ou des histoires, des faits historiques. Il finissait toujours par, bon, alors,
quelle est la morale de cette histoire? Toujours. Voilà, il faisait réfléchir les enfants et puis la morale catholique de l'histoire. Donc des petites histoires, si on en trouve, c'est bien, les enfants aiment ce qui est amusant. Ce sont des enfants, hein, même si c'est des futurs adultes, donc il faut y arriver par les choses drôles. Il faut que ça soit amusant pour aller même jusqu'à l'intelligence, jusqu'au cœur. Et puis beaucoup parler au cœur. Les enfants, si certains n'ont pas de cœur, et ben ça se cultive le cœur. Comme on cultive une plante qui grandit, comme on cultive son intelligence, on cultive son cœur. Et même dans les relations les uns avec les autres. Tu lui as fait de la peine. Je me suis rendu compte, je lui ai donné un coup de pied, c'est pas grave, ça c'est les garçons. Les garçons se donnent des coups, c'est pas grave. Les filles se donnent des mots méchants et c'est pas grave, voilà. Et à chaque fois, on doit leur apprendre que si un coup c'est grave et un mot méchant c'est comme un coup. Hein, différence de caractère entre garçons et filles. Ça, on pourra en parler parce que c'est vrai qu'au niveau caractère, c'est très différent. Alors, faire aimer le bon Dieu, ben d'abord, c'est l'aimer et leur montrer que Dieu les aime. Et essayer autant que possible de leur faire faire des efforts par amour. Et non pas uniquement par devoir. Alors, on pourrait faire toute une thèse de philosophie entre Kant, le protestantisme, tu dois. Si c'est uniquement par devoir, quand la tentation sera trop forte, à l'adolescence, ça part. Vous les tenez plus. Si vous avez éveillé l'amour, tout en les tenant, hein, bien sûr, c'est pas l'amour dans l'évaporescent, et puis voilà, j'aime, et je fais n'importe quoi. Eh bien, en fait, doucement par doucement, par là, c'est l'éveil du cœur, vous allez ils vont comprendre le jour, ils vont vraiment comprendre que Dieu les aime, eh bien, ils l'aimeront, parce que l'amour est attirant. Ça peut faire plein de petites choses que vous inventez au fur et à mesure. Je me souviens un jour, les élèves, je sais plus les petits, je sais plus quelle classe c'était, ils avaient fait une belle page d'écriture et je leur ai dit, ah bah tiens, tu vas montrer ton livre, ton cahier à la Sainte Vierge. Tout contents, ils sont montés leur livre, ils l'ont déposé devant la statue de la Sainte Vierge et après, quand j'oubliais, ils me disaient, je peux montrer à la Sainte Vierge? Je dis, oui, tu peux montrer à la Sainte Vierge, vas-y. Voilà, la Sainte Vierge fait partie, alors bon, bien sûr Jésus, mais moi je passe plutôt par Marie, c'est plus facile. Bon, ça oui, Marie, hein, on est en Bretagne, hein, c'est lui qui nous a le premier appris à passer par la Sainte Vierge en priorité, et elle nous conduira à Dieu. C'est plus facile pour les enfants de passer par la Sainte Vierge. La maman, c'est plus maternel. Donc, et puis mettre la Sainte Vierge et le bon Dieu dans tout ce que l'on fait. Avant de faire un exercice, un devoir, une dictée, ils ont toujours pas dicté. Je dis, mais vous avez prié votre ange gardien? Il va vous aider. Une fois, une élève m'a dit, oh, bah, il m'a aidé. Première fois qu'elle avait une très bonne note, je dis, bah, évidemment qu'il va t'aider. Vous voyez, mais il faut qu'il expérimente. Hein, il faut essayer, donc il faut les encourager. Donc voilà, vraiment leur montrer l'amour de Dieu et essayer de leur faire par amour. Plus que par contrainte, même s'il faut avoir un peu de contrainte pour certains caractères. Bon, par exemple, les garçons ont plus de mal, ou bien ils sont pudiques. Ils veulent pas montrer devant les autres qu'ils aiment le bon Dieu. Voilà, c'est un peu de la pudeur plutôt masculine. Et voilà, ils ont fait tout en pensant à la Sainte Vierge, en parlant de la Sainte Vierge. Mais ça fait vraiment partie de notre journée, en fait. Des petites touches à droite, à gauche. Comment les éveiller à la piété? Là, les saints, moi, j'aime beaucoup Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que je mets beaucoup en avant dans mes classes, ne serait-ce que pour les enfants qui sont scrupuleux. Je leur dis toujours, le bon Dieu nous demande d'essayer, pas de réussir. Tous les jours, tu dois essayer de faire bien ta dictée, parce que la dictée, ils n'aiment pas, ou le problème, voilà, ou le problème, etc. Tu n'y arrives pas, le bon Dieu est content de toi. T'as essayé. Moi, la maîtresse est contente. Je dis, le bon Dieu est content, je suis contente. T'as une mauvaise note, mais je suis contente de toi. Parce que là, je vois que t'as voulu essayer. Vous voyez? Donc, si déjà la maîtresse est contente, si le bon Dieu est content, si papa et maman, alors, il faudrait que les parents rentrent dans ce rôle. Et là, j'ai beaucoup de mal avec les parents. Encore souvenir d'enfance, tous les samedis, les cahiers de la semaine sont signés. L'idéal, ça serait que ce soit papa qui signe, pas maman. Maman, c'est tous les soirs on rentre, maman est là et elle oblige à faire des leçons. Elle oblige, elle est là, c'est son rôle. Elle fait réciter, elle fait la poésie, tu me récites ta règle, tu me montres ton travail. C'est le travail ingrat de la maman tous les jours. Et une fois par semaine, c'est le papa. Le papa devrait ouvrir le cahier de l'enfant avant de le signer, prendre 5 minutes, 5 minutes ça suffit, avec chaque enfant,
et regarder. Les maîtresses sont intelligentes, hein, mettent pas 0 point, c'est tout, hein, ou 10, ou disent a fait des progrès, attention, cette semaine tu n'as rien fait, ou voilà, on met des petites annotations pour aider la compréhension des parents qui comprennent pas toujours bien ce qu'on fait en classe. Donc 5 minutes, le papa lit, il dit un petit mot à l'enfant, bien, mal, je suis content, je suis pas content, et un enfant travaille pour faire plaisir à ses parents. Ça, c'est très très important. Et le plaisir de maman, c'est tous les jours, bon, et le plaisir de papa, c'est au-dessus. Mais papa est aussi là pour dire, bon, là vraiment, cette semaine ça va pas, je te prive de telle chose, telle sortie. Hein, et ça, c'est le rôle du papa. Je te récompense ou je te prive, il faut les deux. Il faut aussi la récompense. Et si papa et maman sont contents, si on a appris à faire plaisir à papa et maman en travaillant bien, si la maîtresse vous a dit « tu fais plaisir à la Sainte Vierge, va lui montrer ton cahier », etc., eh bien, naturellement, le cœur va s'ouvrir. Le cœur va s'ouvrir. Mais voilà, c'est cet équilibre difficile, mais il faut surtout leur dire que Dieu les aime dès qu'ils font un effort. Pas quand ils font les imbéciles, exprès pour embêter la maîtresse. Là, non. Hein, mais dès qu'ils font un effort, Dieu est content de toi, Dieu t'aime, tu as fait plaisir. Je sais pas, une fois un élève avait fait des bêtises, il avait fallu qu'il rende des bons points, ce qui est rare chez moi. J'ai dit, tu vas pas les rendre à moi, tu vas les rendre à la Sainte Vierge. C'est à elle que tu as fait de la peine. Vous savez, Anne de Guigné, quand elle faisait je me trompe peut-être, quand elle faisait une bêtise, elle demandait pardon à maman, et elle se dépêchait de faire des prières à la Sainte Vierge pour demander pardon à la Sainte Vierge. Elle avait bien compris que le péché, c'est quelque chose qui blesse le cœur de Marie et le cœur de Jésus. L'avant, petit temps avant Noël, on invente en général à l'école une manière de montrer ses efforts. Parce que pareil, les enfants ont besoin de matérialiser ce qu'ils font. Ça change un peu d'une année sur l'autre, je dois avouer. Ça peut être un petit cahier personnel dans lequel tous les soirs, ils doivent marquer une petite croix, une petite fleur pour les filles, voilà, tous les petits efforts qu'ils ont pu faire, et au contraire, marquer les petites erreurs qu'ils ont faites, les petites bêtises. Ça peut être ça. Ça peut être pour les petits, pour les maternelles, moi on dessine une croix, ou on dessine le cœur de Jésus, et puis dès qu'on fait un effort, on a des gommettes, on remplit le cœur de la Sainte Vierge, avec des petites gommettes. Voilà, ça c'est pour les petits. Ça peut être, alors on fait bien sûr le temps du carême, le temps de l'Avent, le temps du carême, Noël. Alors Noël, il faut que ça soit une fête. Il faut vraiment que ça soit une fête. C'est Saint Charles de Foucault qui disait que quand le Noël de son enfance l'a empêché, l'a aidé à revenir à la religion. Hein, vraiment, ce sapin, ces cadeaux, ces chants, les enfants, même les adultes, moi j'aime ça encore. Les enfants ont besoin de ces temps de fête. Donc il faut que le Noël soit beau. Mais vraiment, on chante, on décore. Emma est extraordinaire. Elle décore la classe, on la reconnaît plus, on y passe des heures. Il faut que ça marque l'enfance, ça. Donc voilà, donc l'Avent, on fait des efforts. Alors, la carême, souvent, c'est un petit papier qu'on tire. Voilà, pour la journée, voilà, c'est l'effort qui est demandé. Mais c'est bien de concrétiser. Donc une année, ce qu'on avait fait, j'avais acheté des pétales de mariage, des pétales de rose. Vous savez qu'on lance dans les mariages, etc. Et les enfants, chaque fois qu'ils avaient fait un effort, ils mettaient les pétales dans une petite boîte. Et à la fin de la semaine, on lançait ça à la Sainte Vierge. Voilà, on lance nos pétales à la Sainte Vierge, donc ça fait joli, ça retombe. Les petites filles surtout sont très contentes, mais même les garçons, hein. Oui, si. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'ils voient leurs efforts. Et puis bon, le carême aussi, bien sûr, on fait le carême. Moi, j'aime bien faire le mois du Sacré-Cœur. Alors, on a des petits carnets du carême, on a des petits carnets du Sacré-Cœur. Donc, c'est une vie simple, souvent, avec un petit mot par jour et puis un petit effort qu'on vous propose, une petite prière qu'on vous propose de dire. L'idéal, ça serait que la petite prière de la journée soit écrite sur un tableau. Ici, nos tableaux sont petits, on n'a pas beaucoup de place, sinon on a peu de la place pour écrire le reste. Voilà, la petite phrase sous les yeux des enfants. Et puis, vous savez, ça va déjà bien, hein, parce que ça rythme beaucoup les choses. Et puis les vies de saints qu'on raconte un petit peu. Je vous dis, les mauvais livres, forcément. Est-ce qu'il y a vraiment des choses déconseillées ? Il faut pas leur mettre entre les mains que des BD. Les BD, c'est pendant les vacances. Et encore, pas pendant 2 mois. Hein. Voilà, tel jour, tu peux lire des BD parce que il faut être plaisant. L'enfant aime ce qui est plaisant. Il faut pas lui mettre que des choses rébarbatives, hein, pour attirer son envie.
Mais il faut que ça soit limité parce qu'après, bon, bah, ils aiment pas trop lire après. Et s'il n'y a plus de dessin, ils n'ont plus envie de lire, ce qui est dommage. Mes livres déconseillés vraiment, bah, je dis des romans, des romans justement où les enfants sont autonomes des parents, révoltés, et il leur arrive jamais rien quand ils se révoltent. C'est pas les anciens livres où quand ils se révoltent, ils sont punis et puis ça se passe mal tout de suite sur la terre. Là encore un petit mot que j'ai peut-être pas dit, mais qui est important pour les enfants. Étonnamment, je leur parle beaucoup du paradis. Encore Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Madame Martin parlait énormément du paradis à ses enfants. Ça faisait vraiment partie de la... Les petits, tu as fait tel effort, et tu auras une perle de plus à ta couronne au ciel, disait-elle. Une perle de plus sur ta robe. Et le paradis, il faut que ce soit quelque chose de très concret pour les petits. Mais vraiment du concret, de concret. On part dans les 3-4 ans, l'enfant casse un jeu qu'il aime beaucoup, beaucoup, il pleure. C'est pas grave, tu vas le retrouver au paradis. Le même? Ah oui, ça sera le même. Celui-là, exactement la même couleur. Oui, tu vas le retrouver au paradis. Ça sera pas ça, le paradis, mais c'est pas grave. Il faut amener l'enfant vers le paradis. Et le paradis, il faut que ce soit l'endroit où il a ce qu'il veut, ce qu'il a envie, qui est bon. Et puis après, on progresse doucement par doucement. Par exemple, un enfant perd un animal, un chien, un chat qu'il aime beaucoup, il a 6-7 ans. On va pas lui dire, quoi? Qu'au paradis, il n'y a pas d'animaux, qu'il ne retrouvera pas. C'est dur. Même si c'est vrai. Et on va pas lui dire. On va lui dire, le bon Dieu fera ce que tu veux au paradis, donc si tu lui montres ton chien, eh bien, il te le donnera. Bien sûr, parce qu'il a 7 ans. Quand il aura 15 ans, il aura bien compris que c'est plus ça. Mais c'est pas grave, il aura mûri. Donc, on s'adapte dans le paradis, à la description du paradis, donc du bonheur parfait, à ce que l'enfant considère comme un bonheur parfait à l'âge où il vous parle. Voilà. Et quand on est dans la nature, moi j'aime beaucoup la nature, parce que la nature, ça nous parle, Je crois que c'est les cisterciens, je crois qu'ils passaient des heures en admiration pour la nature. On voit un beau paysage, alors d'abord on attire l'attention de l'enfant, parce qu'il ne voit pas le beau, forcément. Il faut lui montrer ce que c'est que le beau. Et après, on regarde ça, ça sera la même chose au paradis, mais en plus beau. Tu auras ces fleurs-là, mais encore plus belles. Et puis on lui cite comment c'est qu'il y a des fleurs au paradis. Sainte Jacinthe de Fatima, qui a vu les fleurs, etc. On leur donne des codes concrets. Non, je t'invente pas, on sait bien là. Voilà, vous voyez, il faut attirer leur regard vers le beau, et le beau, ça sera le paradis. Et voilà, une chose peut-être qu'on faisait pas dans mon enfance, c'est que j'ai découverte, moi, pas que moi bien sûr, c'est que quand on fait un effort, on a tendance à nous dire, vous serez récompensé au paradis. Oui, mais l'enfant, il vit dans le concret, il vit dans le temps présent, il vit pas dans... Rappelez-vous votre enfance, moi je rentrais le 15 septembre à l'école, une année scolaire, mais c'était un siècle. Alors le paradis, c'est vraiment tellement loin que ça nous parle pas. Eh bien, on leur dit, tu fais tel effort, bien sûr, le bon Dieu te récompensera au sens sub au paradis, mais tout de suite là, tu es récompensé sur terre. Déjà, Dieu tout de suite te donne des grâces et des aides. D'où l'importance de récompenser un enfant, quand on veut le récompenser pour un gros effort, tout de suite, et non pas 15 jours plus tard. En CM2, si. Allez, en CM2, 15 jours, il peut comprendre, mais pas les petits. Et la récompense, ça doit être immédiat. Si c'est un bonbon, c'est tout de suite. 1 heure plus tard, la récréation, tu auras un bonbon. Bon, ça va. Si c'est le matin, la récréation, c'est 1h30 plus tard, ça va encore. Mais pas 3 jours plus tard. Pour lui, il n'y aura plus aucun lien entre la récompense et l'effort qu'il aura fait. Donc, le bon Dieu nous récompense, ça c'est encore, je ne sais plus quelle sainte qui m'a fait penser à ça, tout de suite. Et puis soi-même, on s'en rend compte, les grâces, on les reçoit tout de suite. Le bon Dieu ne va pas nous donner des grâces qu'au ciel, ça sera plus l'année, il n'y a plus besoin. Alors, pour faire l'école à la maison, il faut être très organisé. C'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous ne savez pas organiser votre temps de famille, parce qu'il y a tout le travail de la mère de famille, et le travail scolaire, si vous ne savez pas vous obliger à dire « je fais telle chose à telle heure, tel jour, avec tel enfant », votre maison va devenir un enfer pour le mari, plus rien sera rangé, ça sera le désordre total. Les enfants ne sauront jamais quand est-ce qu'on travaille pas, quel jour on est, ce qu'on fait. Un enfant aime un rythme, pareil dans les classes. Les frères écoles chrétiennes, là-dessus, étaient très, très, très rythmés. C'est-à-dire que si c'est lundi à telle heure, on faisait tous les lundis à telle heure la même chose. En rentrant de récréation, on faisait tous les jours la même chose. Je ne sais pas, par exemple, après la récréation du matin, systématiquement, on récitait les tables. Tous les jours. Et les enfants aiment ce rythme. Eh bien, à la maison, c'est pareil.
Faut pas que maman brusquement claque des doigts. Bon, allez, hop, là, dans 5 minutes, allez, tu travailles. D'abord, il est dans son jeu, il va pas comprendre. Non, donc faut vraiment être très organisé. Faut se laisser du temps pour tenir la famille, enfin, tenir sa maison, je vais dire, hein, et faire les choses. Et le temps pour faire le travail scolaire et ne pas hésiter à se faire aider pour toutes les tâches ménagères. Ah, voilà, travail scolaire, si vous connaissez un très bon enseignant, quelqu'un vraiment qui peut vous soulager, mais c'est plus facile de trouver une femme de ménage, hein, que de trouver quelqu'un qui enseigne bien. Donc il faut, parce que si la mère craque, eh ben, tout l'enseignement que vous avez fait à la maison va servir strictement à rien. Donc vous allez perdre par d'abord ce manque de santé, parce qu'il faut une santé de faire, hein, pour la mère de famille, pour faire ça en même temps. Donc se faire aider autant que possible pour tout déléguer tout ce qui est les petites tâches, toutes les petites mains, là, voilà. Et puis être très, 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 très régulière. Alors, Saint Jean Bosco pour les enseignants, Saint Jean-Baptiste de la Salle, même si c'est plus vieux, hein, c'est lui qui a inventé les récompenses et la récréation tout de même. Hein. Moi, pour enseigner, de plus en plus s'intéresse de l'enfant Jésus, pour prendre les enfants. Toujours cette douceur et cette affinité avec Dieu. Et puis, je vous dis cette phrase qui soulage combien d'enfants. Le bon Dieu est content de toi si tu as essayé. Combien d'enfants on décourage. Comment ça, t'as même pas 20 sur 20? C'est nul, ça vaut rien. Oh, les parents qui disent ça, mais ils se rendent pas compte. Après, les enfants, ils vous feront plus d'efforts un jour. La faute à qui? Si vous les découragez. J'ai souvenir d'une conversation téléphonique avec une mère de famille. Son fils était en terminale. Ça commençait par d'abord, je sais très bien que tu n'auras jamais ton bac, tu n'es pas capable, etc. Et ça finissait par, tu vas dire, tu sais que ta mère sera contente que si tu as mention très bien au bac. Comment voulez-vous que l'enfant réussisse? Et il faut aussi arriver, c'est difficile, à donner confiance en lui à n'importe quel enfant. La confiance en soi, ça fait... alors on faisait rire, mais vous savez la petite phrase « c'est facile et je peux ». Bah, essayez avec un enfant, ça marche. C'est pas « ah, c'est la dictée, j'y arriverai pas, je suis capable ». Et alors là, il fait des fautes sur fautes sur fautes sur fautes. Bah oui, tellement persuadé que de toute manière, il n'y arrivera pas, que comment voulez-vous qu'il y arrive? Donc donner la confiance en soi à l'enfant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un effort, lui montrer qu'on a vu son effort. Même s'il n'y arrive pas, c'est pas grave. Tu vas recommencer 50 fois, bien sûr. Et puis un jour, tu y arriveras. Mais tu en es capable, maman sait que tu en es capable, et puis je vais t'aider, et puis papa va t'aider, et puis la maîtresse va t'aider, mais tu y arriveras. Il faut vraiment la confiance en lui, et ça, c'est possible uniquement pour les enfants qui veulent réussir, encore une fois. Les enfants qui viennent et qui ne veulent pas, et qui se moquent de tout, etc., vous ne pouvez rien faire. Et donc, et encore ça, c'est maison-famille. Hein, toujours ce lien entre les deux. Parce que si on dit ça à l'enfant, et puis je dis qu'on encourage, allez, t'as eu 5 sur 10 aujourd'hui, en dictée, mais c'est bien pour toi, c'est bien. Et puis qu'à la maison, il se fait punir parce qu'il a que 5 sur 10. Tout ce que vous dites en classe, c'est perdu à la maison, donc vous dites, c'est bizarre, au bout d'un mois ou deux, il progresse pas cet enfant, je comprends pas, il progresse pas. Il y a une erreur à ne pas faire, c'est vouloir aller trop vite au début de l'année. Encore une souvenir, dans une école, j'ai fait un remplacement en CE2, à côté de la classe de CE1, avec une maîtresse plutôt ancienne. Oh, elle n'arrivait pas bien à tenir sa classe. Et elle me disait, mais ils sont durs, c'est CE1. Et ensuite, j'ai refait dans la même classe, dans la même école. Je refaisais maintenant cette fois-ci le CE2. Et je dis, ouh, loulou, ces petits loustiques de CE1 l'année dernière que je vais avoir, comment je vais faire? Alors d'abord, plus de prières le matin. Je dois avouer que vraiment, mon Dieu, aidez-moi. Et là, j'ai été très, très, très sévère les 15, presque pendant un mois. Donc là, je mettais presque parenthèse, j'exagère, mais un petit peu l'enseignement. Il faut rien laisser passer. Mais rien. Pas la moindre petite bêtise, pas la moindre réplique, pas le moindre... rien. Vous leur laissez rien passer, donc ça vous prend du temps. Vous n'avancez pas beaucoup. 15 jours. 3 semaines déjà, ça va un petit peu mieux. 1 mois, ça va. Et ensuite, vous pouvez être normal. Et dès que l'enfant, bien sûr, un moment, un autre, va vouloir recommencer à chahuter, il suffira de relever le doigt, de lui montrer qu'il chahute. Il sait ce qui va lui arriver, parce que pendant le premier mois, et c'est fini. Il sait que vous serez sévère. Hein? Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter au début et ne rien laisser passer. C'est pas un pote, la maîtresse, c'est pas un copain. On n'a pas à lui faire de réflexion. Et les enfants se permettent de plus en plus. On ne doit pas se tenir n'importe comment. On ne doit pas dire tout fort ce que l'on pense en permanence. On ne doit pas...
faut vraiment être très, 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 alors pas, je sais pas s'il faut dire sévère. Oui, rien laisser passer. Voilà, mais, et quand on le fait tout de même, il faut montrer aux enfants qu'on les aime. J'avais une collègue qui m'a donné un jour, moi j'ai trouvé que c'était un compliment, elle me dit, oh, t'es très proche de tes élèves. Je dis, bah oui, mes élèves. Les rôles dominicaines disaient mes enfants. Ils ne disaient pas mes élèves, ils disaient mes enfants. Et j'ai eu un petit peu tendance à le faire. Bon, après, j'ai un peu perdu peut-être cette habitude parce que ça se fait pas dans les écoles. Mais c'est ça, en fait. Vous avez des enfants en face de vous, ce sont vos enfants. Et une institutrice prend plaisir à voir le progrès de ses élèves. Énormément. C'est, nous, un élève qui réussit pas, vous savez, c'est vous que ça blesse. Hein, vous allez dépenser de l'énergie, de la volonté, de la fatigue. Vous êtes là pour les faire réussir. Et vous en subissez les conséquences, hein, même à la maison. Hein, ils m'entendent en parler. Hein, vous pouvez pas vous exclure de vos élèves, c'est pas possible. Je sais pas, j'aime bien jardiner. C'est comme quelqu'un qui a biné sa terre, qui l'a nettoyée, qui l'a enrichi, qui sacle, qui nettoie, qui arrose, et puis ça pousse pas, et ben il en peut plus. Il dit non, mais j'ai tout fait ce qu'il peut faire. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour que ça fonctionne pas? Voilà, on n'a pas la récolte et on a donné tous les efforts qu'il fallait. Pour un enfant, c'est pareil. Un enfant qui réussit pas, nous on est les premiers à être déçus, et plus que déçus parfois même. Il faut tenir à cœur de ses élèves, et puis c'est normal, ça fait partie de l'institutrice. Celle qui fait ça uniquement parce qu'il faut qu'elle le fasse, comme certaines, et parce qu'elles sont payées, les enfants le sentent tout de suite. Si vous condamnez un enfant, si vous punissez, et vous le récompensez, et il sait très bien si vous le faites en l'aimant ou si vous ne l'aimez pas. Et il le sent. Mais je me suis déjà pris des enfants en grippe contre moi et moi contre eux, parce que je disais toujours, ces enfants qui font tout pour vous sortir de vous, qui ne veulent faire aucun effort, aucun progrès, et qui se moquent de tout ce que vous pouvez leur dire, et en plus qui sont soutenus par les parents. Alors là, vous pouvez rien faire. Enfin, moi, je suis pas capable, du moins. Allez, Saint Jean Bosco, oui, pas moi.